Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 114 de la saison 5. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie pour redéfinir la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et post-natal et spécialisée dans le féminin. Et surtout, je suis maman de 3 petites filles. Bienvenue dans Matrescence. Je m'appelle Ella Marienval, j'ai 4 ans. Ma petite sœur s'appelle Jasmine, elle a 1 an. Comment on dit Jasmine? Leslie. Oui. Comment on dit Ella? Mia. J'ai une autre sœur. Comment on dit Juju? Chouchou. J'adore ce podcast. Au revoir. Bye bye. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Ce podcast a vocation à vous aider, vous le savez. Maintenant, il est important de se rappeler que c'est à vous de faire le tri parmi les informations entendues. Vous êtes les acteurs de votre parentalité, vous êtes celui ou celle qui sait le mieux pour votre enfant, à vous de piocher dans ce qui vous plaît. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez désormais faire partie de la communauté de la matrescence sur Patreon. Mais c'est quoi ça en fait? Ça sert à quoi? Eh bien ça sert simplement à soutenir ce podcast. Vous pouvez l'aider financièrement à se développer en faisant un don chaque mois et en échange vous aurez accès à des bonus et à tout un tas de contreparties. Rendez-vous sur www.patreon.com/Clémentine Sarlat. Patreon, ça s'écrit Patreon. Et dernière information, avant de vous laisser avec l'épisode, si vous cherchez un épisode en particulier, rendez-vous sur le site du podcast www.lamatrescence.fr. Tout y est. Devenir mère dans un monde qui a oublié de nous prendre en considération peut très vite devenir un gros fardeau. C'est exactement ce qu'a ressenti Astrid Huro-Deligny qui a créé le compte Le Regret Maternel sur les réseaux sociaux. Regretter d'être mère n'est pas un thème nouveau. Vous avez déjà sûrement entendu l'actrice Anémone en parler publiquement en 2011. Mais sa voix, à l'époque, n'avait pas forcément trouvé un écho auprès de la société. La sociologue Orna Donat a, elle, écrit un livre en 2015 sur son regret d'avoir été mère. Aujourd'hui, la parole se libère petit à petit autour de ce thème et le tabou ultime d'avouer ne pas aimer ce rôle commence à se dissiper. C'est exactement pour ça qu'Astrid, française vivant à Québec, a écrit cet ouvrage. Parler pour exorciser, parler pour visibiliser, parler pour ne pas devenir folle. À travers son livre, on comprend que ce regret n'est surtout pas choisi, qu'il faut apprendre à vivre avec, que le regard que la société nous renvoie peut peser et qu'il faut apprendre à trouver des stratégies pour apercevoir la lumière dans ce qui peut être un tunnel de la maternité. Astrid raconte, décortique et pose un regard lucide sur la charge mentale qui est, selon elle, le facteur numéro 1 à ce regret auprès de nombreuses mères. Merci à elle pour son témoignage lumineux qui, j'espère, aidera celles et ceux qui en ont besoin. Je vous souhaite une très bonne écoute. Merci beaucoup Astrid de t'être levée très tôt depuis le Québec pour pouvoir me répondre, d'être encore en train de petit-déj, mais t'es avec moi, donc c'est le principal, ça va? Oui, ça va très bien et toi? Oui, ça va. Alors, je voulais faire cette interview évidemment parce que tu as sorti ton livre en France, mais il sort bientôt aussi au Québec, qui parle du regret maternel. Et déjà, ma première question, c'est comment est-ce que toi, tu définis le regret maternel? Alors, c'est une question qui revient souvent. Pour moi, le regret maternel, c'est vraiment regretter le rôle de mère et pas regretter son enfant en tant que tel. Je doute pas après qu'il y a des mères qui regrettent leur enfant pour des raisons qui leur sont propres, que ce soit parce que leur enfant a un handicap ou n'importe quoi qui fasse que c'est pas comme ça qu'elles avaient imaginé leur quotidien et donc ça les chamboule et j'irai jamais juger ça parce que je suis pas à leur place pour savoir comment elles le ressentent. Mais c'est surtout
se dire que si c'était à refaire, on n'aurait pas d'enfant. On ne referait pas ce choix-là. Et moi, souvent, ce que j'essaie de dire aux gens qui ont du mal à concevoir cette phrase-là, c'est si demain, je pouvais vivre une seconde vie, dans cette vie-là, je n'aurais pas d'enfant. Je pense que ça aide un peu plus à comprendre de quoi il s'agit. C'est pas mon enfant que je regrette. Je voudrais pas qu'il soit mort, je voudrais pas l'éliminer de ma vie, mais c'est juste que, avec les difficultés accumulées, tout ce que ça implique aujourd'hui d'être mère, je préférais en fait vivre une vie sans enfant que toute cette difficulté-là que je subis, même si aujourd'hui je le subis un peu moins, mais bon. Tu as eu ton fils il y a 4 ans. À quel moment est-ce que tu te rends compte que c'est ce que tu ressens au plus profond de toi, que tu regrettes ce rôle de mère? Ça a été assez précis, sans être précis, c'est-à-dire que j'ai entendu parler du livre d'Orna Donat en tombant sur une story de Fiona Schmidt quand mon fils avait 1 an tout pile. Puis moi, je suis une fan de capture d'écran de toutes sortes de choses, donc quand j'ai vu ça, je me suis pas dit « Ah, c'est moi », pas tout de suite, là, heureusement. Heureusement. J'étais encore en traitement pour ma dépression postpartum, donc forcément, j'ai vu ça, ça m'a parlé, mais j'ai pas plus creusé. Je me suis juste dit, si je trouve le livre, peut-être que je le lirai, je me garde ça quelque part. Mais vraiment, le ressenti, il s'est manifesté de façon très violente pendant le premier confinement. Parce que je venais de perdre mon travail. J'avais l'impression de retourner en congé maternité forcé. C'est ce que je dis dans le livre d'ailleurs. C'est vraiment ça. C'est comme ça que je l'ai vu. C'est ça, en fait, de plus avoir de vie autre qu'être mère. Et là, je n'avais pas le choix que d'être juste mère. Et donc de m'occuper de mon fils qui avait à peine 2 ans, en plus l'enfermement, même si oui, on pouvait sortir dehors, mais moi, dans ma tête, je me sentais extrêmement enfermée et je me suis dit, mais non, j'ai pas signé pour ça. C'est pas vrai que ma vie, ça va être ça maintenant. Puis en plus, au tout début du confinement, on n'avait aucune idée dans quoi on s'embarquait, j'ai envie de dire heureusement, qu'on savait pas que ça allait durer aussi longtemps. Mais cette peur de l'inconnu, de se dire que chaque journée allait être la même, ça me rendait malade en fait. Pour moi, c'était insupportable. Donc c'est vraiment là où je me suis dit, mais pourquoi je me suis infligé ça en fait? Tu penses que s'il n'y avait pas eu en plus la pandémie, tu n'aurais pas ressenti aussi fortement ce regret-là, ou c'est juste une accumulation avec la pandémie, mais de toute façon, ce regret-là, il est en toi? C'est une excellente question. Je ne saurais pas répondre avec certitude à cette question-là, mais parfois j'essaie de me dire, ok, admettons il n'y aurait pas eu de pandémie. J'aurais continué un peu ce rythme effréné de reprise de travail après 13-14 mois de congé maternité, arriver à essayer de gérer mon anxiété, de courir partout. J'avais déjà commencé une thérapie quelques mois avant le début de la pandémie, que je continue toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et je me dis que, même si j'aime pas dire ça, la pandémie, elle a quand même été bénéfique pour moi d'une certaine façon. C'est que quand mon fils a repris la garderie au bout de quelques mois, moi j'avais plus de travail, mais je me suis retrouvée toute seule à faire ce que je veux. C'est-à-dire mon mari, lui, travaillait. Moi, j'avais aucune opportunité d'emploi à ce moment-là, donc je me suis dit, je vais prendre ce temps pour moi, pour me retrouver en tant que femme, pour souffler un peu, pour dormir un peu, pour juste pas me prendre la tête, en fait. Alors, j'avais quand même toujours cette anxiété-là, j'avais toujours ce besoin de faire 1000 choses avant de penser juste à moi, c'est s'assurer que les courses sont faites, etc. Enfin, les choses du quotidien, finalement, mais j'avais pas d'horaire à respecter, donc je me sentais moins prise dans un étau, en fait, et j'ai pu créer ce compte Instagram. Et sans la pandémie, j'aurais jamais eu le temps de le faire, en fait. Parce que là, aujourd'hui, j'ai repris un travail, j'ai beaucoup de mal, en fait, à être sur Instagram parce que j'ai pas le temps. J'aimerais passer plus de temps, mais pour le moment, c'est très difficile. Donc, sans la pandémie, j'aurais pas créé le compte, j'aurais pas écrit un livre, il y aurait pas eu tout ça. Et ça m'a aidé aussi à mieux vivre avec tout ça. Mais en effet, je pense, comme tu dis, que c'était en moi par rapport à plein d'autres choses, qui je suis déjà, ma personne, ma personnalité, mon enfance, comment c'est ressorti. Donc, je pense que ça se serait manifesté d'une façon ou d'une autre, peut-être beaucoup plus violente. Enfin, violente pour moi, hein, pas dans les gestes. Mais oui, c'est une bonne question. Je ne sais pas du tout comment ça se serait passé et je ne sais pas si j'ai envie de savoir comment ça se serait passé. Tu as aujourd'hui un compte qui est assez gros, il y a du monde, il y a des milliers de personnes qui te suivent. Comment est-ce que tu gères ça au quotidien de recevoir un tas de messages? Parce que j'imagine, comme c'est un sujet tabou, les réseaux sociaux, c'est un vecteur parfait pour les mères qui n'osent pas le verbaliser publiquement, mais qui peuvent au moins aller vers toi et t'en parler. Ça t'a aidé ou est-ce que parfois c'était trop? Comment tu l'as géré? Honnêtement, je l'ai bien géré parce que je pense que j'étais tellement dedans puis que le temps que je consacrais dans ma journée était en grande partie
tourner vers mon compte. Alors oui, ça aurait pu être lourd au bout d'un moment de dire t'es tout le temps dans des pensées, je mets des guillemets, négatives, mais je pense que j'avais un assez bon équilibre pour pas être comme trop prise dans tout ce ressenti-là des autres. Moi, j'étais bien contente de voir que des mères venaient m'écrire et me disaient bah, t'es la seule à qui j'en parle, ou je me dis au moins elles ont mis des mots, puis moi je prends le temps autant que possible de répondre à tout le monde. Parfois ça prend un peu plus de temps, mais je m'assure voilà que chaque personne a eu même si c'est un message court, mais au moins de dire bah, j'ai bien lu ton message, puis t'es pas juste une personne au milieu des autres. Enfin, oui, dans les faits, mais j'ai lu ton message, je l'ai entendu, puis je suis là comme je peux. Et tant mieux si mon compte peut t'aider. Mais j'ai aussi des messages de personnes qui hésitent à devenir mère et qui me disent mais grâce à toi, en fait, je vais pouvoir faire un choix éclairé, qui est soit d'avoir un enfant, soit de ne pas en avoir. En fait, ça va vraiment dépendre. Et pour moi, ça, c'est merveilleux parce que j'ai pas eu, moi, cette chance-là, si on peut dire ça comme ça. Me poser les vraies questions, mais parfois, là encore, je me dis, est-ce que, même si j'avais eu tout ce contenu à disposition, ça m'aurait freiné ou pas? Je sais pas, parce que j'avais tellement toujours en tête de me dire, oui, mais ça, c'est les autres. Moi, ce sera différent. Et je pense qu'on est nombreuses à se dire ça, en fait. Oui, mais moi, ce sera différent. Et en fait, on se trompe complètement, parce que non, finalement, on vit tous et toutes les mêmes galères, c'est juste à différents degrés et niveaux, mais un enfant, ça reste un enfant, puis c'est pas une marionnette. Tu peux pas décider comment il va être, donc ouais. Tu l'as évoqué un tout petit peu auparavant, là, que tu as fait une dépression du postpartum après la naissance de ton fils, qui a été diagnostiquée, moi j'ai envie de dire tard, même si ça peut être encore plus tard malheureusement. Ouais. Est-ce que tu penses aussi, de ce que toi tu reçois comme témoignage, que c'est souvent un schéma commun pour les mères qui ont ce sentiment de regretter, qu'il y a eu d'abord soit une grosse anxiété du postpartum, soit une dépression du postpartum, ou encore une fois ça n'a rien à voir? J'arrive pas trop à me souvenir dans tous les messages que j'ai pu avoir, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup, oui, de personnes qui passent par une dépression postpartum. Après, alors évidemment, je suis pas médecin, mais j'imagine que la dépression, elle peut surtout survenir quand on se sent seul, pas soutenu. Alors après, moi, mon mari, il était là, hein, il faisait beaucoup de choses. Moi, c'est vrai qu'avec le congé maternité qui a duré 1 an, c'est ça qui n'a pas aidé, je pense. Je me sentais très seule, puis inadéquate, pas assez bonne. Donc c'est plusieurs choses qui ont causé ça. Mais c'est vrai que dans les messages que je reçois, il y a quand même pas mal de mères qui me disent ben j'ai fait une dépression, d'autres qui ne savent pas parce qu'elles n'ont jamais consulté en fait. Donc peut-être qu'elles sont encore en dépression puis qu'elles ne le savent pas, et ça me fend le cœur. Et il y en a qui me diraient simplement que elles, si elles regrettent aujourd'hui d'être mère, c'est parce que la charge mentale est trop importante, pas assez bien répartie, et en fait c'est très souvent ça qui revient. Quand il y a des mères qui m'écrivent en me disant si j'avais un conjoint qui s'impliquait plus, je pense pas que je regretterais. Pour moi, je comprends complètement, et ça me rend dingue en fait, parce que je me dis c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que c'est ça, tu te dis tu pourrais te sentir tellement mieux en ayant un équilibre familial avec ton conjoint. Alors évidemment, je dis toujours ton conjoint parce que je parle de couple hétérosexuel, puisque c'est mon cas, puis c'est ce qui revient le plus souvent, mais je dis pas que dans les couples homosexuels ou tout autre en fait type de couple, il n'y a pas ça, mais souvent c'est dans les couples hétéros que ça revient. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça se répercute dans ton quotidien, le fait de ressentir ce regret maternel? Quelles conséquences ça peut avoir, ou non d'ailleurs? C'est une bonne question parce que c'est tellement ça va fluctuer en fait en fonction de plein de choses. Alors là, c'est sûr qu'il y a eu toute une période où je travaillais pas, donc j'étais peut-être moins prise dans le ras-le-bol. J'étais beaucoup consacrée, je consacrais beaucoup de temps à mon compte, à lire beaucoup de livres, etc. quand j'avais pas mon fils avec moi. Ça dépend en fait. Il y a eu beaucoup de choses. Bon, évidemment, de devoir tout le temps penser à plein de choses. Aujourd'hui, cette charge-là, elle est beaucoup mieux répartie avec mon mari, donc ça c'est super. Mais à des moments où le soir, t'es crevé, t'aurais juste envie de te reposer, puis ton enfant, même pas qu'il est demandant, parce qu'encore que ton enfant soit demandant, mais que ça se passe bien, c'est une chose. Mais quand ton enfant est très souvent en train de péter des plombs parce qu'il a pas ce qu'il veut quand il veut, puis que tout ce brouhaha, toute cette nervosité que ça entretient chez moi, c'est ça que je trouve très difficile. En plus, évidemment, de tout ce que ça implique d'avoir un enfant, de penser constamment, de devoir te dédoubler finalement. T'es plus juste toi qui s'occupe de toi, t'es toi qui t'occupe d'un autre qui a besoin que tu t'occupes de lui de toute façon. Ce qui est difficile aussi, c'est ça, c'est que, et je l'explique dans mon livre, j'espère assez bien, c'est que ce que je trouve très violent pour moi au quotidien, pas tous les jours heureusement, c'est que
Quand mon fils pète des plombs, pour des raisons tout à fait légitimes pour lui, la Astrid adulte, en fait, elle débarque complètement. Elle est plus là. C'est la Astrid de 4 ans, 5 ans qui arrive et qui n'est pas capable de gérer la situation. Et mon mari, moi ça me fait sourire, mais en fait c'est un peu triste, il me dit, c'est comme si je devais séparer deux enfants qui se disputent. J'ai pas le choix, et heureusement qu'il est là aussi, puis qu'il comprend comment moi je vis les choses, parce que s'il le comprenait pas, je pense que ce serait beaucoup plus difficile. Et là aujourd'hui, il a très bien cerné qu'est-ce qui est compliqué pour moi, et j'essaie beaucoup de travailler là-dessus en thérapie, d'essayer de me dire, non Astrid, tout va bien, tu es l'adulte, il n'y a pas de danger, il n'y a rien qui fasse que tu aies besoin de te cacher sous un canapé ou je ne sais quoi. C'est juste ton enfant qui... Oui, c'est chiant d'avoir un enfant qui s'énerve beaucoup, mais c'est normal, et j'essaye de trouver des façons de mettre une barrière émotive en fait entre mon fils et moi quand il est dans cette situation, d'essayer de rester le plus calme possible. Mais ça, c'est extrêmement énergivore parce que je ne suis pas habituée à faire ça, et que petite, on ne m'a jamais accompagnée dans mes émotions, et que quand je pétais un plomb, je me prenais une baffe en fait, tout simplement. Donc comme je refuse de faire ça à mon fils, c'est doublement compliqué parce que j'essaye moi-même de me canaliser et en même temps d'aider mon enfant à traverser cette crise-là. Donc ça, ouais, au quotidien, c'est très dur. Mais j'ai espoir qu'avec le temps, ce soit de mieux en mieux parce que la thérapie aide beaucoup. Mais c'est extrêmement demandant au niveau de mon énergie, de mes émotions, de tout ça. Et oui, si aujourd'hui je me regarde versus il y a 2 ans, c'est clair que la mère que je suis aujourd'hui, je la préfère de loin à celle que j'étais il y a 2 ans. Mais j'y ai laissé des plumes, quoi. C'est intense. Tu en parles beaucoup dans ton livre de comment ton enfant intérieur est réactivé, comment l'éducation que tu as eue aussi a sûrement joué dans le fait que tu as ce regret maternel. Tu expliques aussi que tu as perdu ta maman et que tu n'as jamais pu lui poser des questions. Est-ce que tu penses aussi que dans ton rôle de mère, c'est une grosse pièce qui manque à ton puzzle et qui fait que ça peut activer aussi ce que tu ressens face à la maternité? C'est une très bonne question qu'on m'a jamais posée, qui est très 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 intéressante. Ça se peut, je sais pas du tout. C'est vrai qu'il y a des moments, maintenant que je suis mère, et puis avec mon ancienneté de mère de jusqu'à 4 ans, mais quand même, il y a plein de questions que j'aurais voulu poser à ma mère pour savoir comment elle a vécu les choses. Après, est-ce qu'elle m'aurait dit la vérité? Là, je sais pas. Mais parfois, c'est vrai que je me dis, quand je repense à des réactions qu'elle pouvait avoir, je me dis, je peux la comprendre. Parce que c'est compliqué d'élever des enfants, que surtout quand on a 3, puis que mes parents nous ont eu un peu plus tard que, j'allais dire la normale, que les parents de mes copains de classe. Donc, j'imagine que quand tes parents un peu plus tard aussi, la fatigue, elle est peut-être plus présente, t'as peut-être moins d'énergie. Ma mère, peut-être qu'elle a fait une dépression postpartum, puis qu'elle l'a jamais su, ou peut-être qu'elle l'a su, mais moi, je ne l'ai jamais su. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont en effet des gros points d'interrogation. Est-ce que ça m'aurait aidé de tout savoir pour moi aller mieux? Je sais pas, parce que ce que ma mère a vécu, c'est son ressenti à elle, c'est pas le mien, mais peut-être que ça m'aurait rassurée. En même temps, peut-être que j'en aurais voulu qu'elle me l'ait pas dit. Elle me l'aurait peut-être dit avant que je sois mère, j'en sais rien. Ça fait 10 ans maintenant qu'elle est décédée, donc c'est sûr que quand j'avais 26 ans, on parlait pas j'étais même pas en couple ni rien, donc il y avait pas toutes ces discussions, il y a jamais eu ces discussions-là. Et oui, parfois je me dis, j'aurais aimé ça. Je suis sûre que j'aurais pu réussir à creuser un petit peu et lui faire dire des choses, je pense, mais bon, je saurais jamais. T'as eu le témoignage de dizaines et de peut-être centaines de femmes. Est-ce que tu as la sensation que tu as réussi, je t'ai un peu posé la question tout à l'heure, mais à dégager un portrait, à part la charge mentale, qui fait qu'on peut regretter d'être mère, ou c'est vraiment le patriarcat et la société dans laquelle on vit qui fait que la plupart des mères qui regrettent ont cette réalité en elles à cause de ça? Je pense que tu as toi-même répondu à la question. Après, encore une fois, je ne suis pas sociologue, mais je pense en effet qu'il y a une grande part du statut de femme, de mère dans la société dans laquelle on vit qui est mal fichu. Le patriarcat, n'en parlons pas. Je ne sais même pas par où prendre le bout, en fait. Je me dis, si nos fils étaient élevés, pas que par leur mère d'ailleurs, à être plus... je ne sais même pas quel mot utiliser, en fait. Plus à l'écoute, plus empathique, plus dans le respect. Alors bien sûr, encore une fois, je précise, même si je devrais pas, mais pas tous les hommes, heureusement qu'ils ne sont pas tous comme ça, mais il y en a beaucoup trop malheureusement. Si dès le plus jeune âge, il pouvait y avoir des cours
J'en sais rien, je pense que c'est déjà en train doucement d'évoluer. Alors, il y a peut-être pas des cours, mais les parents sont de plus en plus conscients de toutes ces inégalités. Bon, après, il y a peut-être plus de mères qui en sont conscientes que des pères. Je sais qu'il y a des pères aujourd'hui qui se lèvent aussi pour essayer de changer la balance, mais c'est vraiment hyper complexe. Mais en effet, déjà, bon, pour moi, quelque chose qui serait hyper important, mais comment ce serait possible, j'en sais rien, c'est que les congés parentaux, déjà que ce soit pas juste un congé maternité, les congés parentaux, ils soient les mêmes dès le début, en fait, dès la naissance de l'enfant. Après, je sais que c'est une question de finances, on se doute bien. Bon, après, il y a peut-être aussi des pères qui n'ont juste pas du tout envie de s'impliquer. C'est même pas, je pense, d'ailleurs, il y en a qui n'ont pas du tout envie de s'impliquer, qui veulent surtout pas avoir affaire à des nourrissons qui pleurent la nuit, il faut changer les couches, leur donner le biberon, etc. Ça les tente pas. Mais dans ces cas-là, j'ai envie de dire, pourquoi t'as un enfant ? Mais c'est ça, d'avoir 6 mois de congé parental ensemble, je pense que ce serait juste la base. Mais là encore, je me dis, imaginons demain dans le meilleur des mondes, on a droit tous à ça, et puis financièrement, on est capable de gérer ça. Est-ce que tous les pères vont s'impliquer quand même ou vont se dire « Ah cool, j'ai 6 mois de congé, c'est génial ». Donc il n'y a pas juste ça, en fait, il y a une éducation en arrière à faire, au-delà de choses à mettre en place pour que les mères se sentent moins seules. Parce que oui, il y en a qui ont, je mets des guillemets, la chance d'avoir leurs parents, des frères et sœurs qui viennent les aider, mais c'est pas eux les parents, ça devrait être le conjoint, la conjointe, mais souvent c'est le conjoint qui s'implique plus, qui comprennent qu'est-ce que ça implique d'être parent, et c'est pas juste jouer avec son enfant et lui donner le bain ou prendre le bain avec lui et partir en vacances. Ça, c'est le haut de l'iceberg, ça c'est la partie cool que les parents généralement aiment. Être avec leur enfant, jouer avec et ne plus penser à rien d'autre que le moment présent. Mais la vie, c'est pas ça. C'est constamment penser à 1000 choses. Et je pense, je le dis dans le livre d'ailleurs, hein, les hommes, ils veulent avoir des enfants, mais ils veulent pas être pères. Et moi, quand je redis cette phrase-là à haute voix, je me dis, je pense que c'est ça aussi. Je voulais avoir des enfants, mais aujourd'hui, je me dis, en fait, j'aimerais ne pas être mère, sauf que je n'ai pas le choix. Oui, ça s'applique aux deux, sauf que déjà, il y a un stigma sur les mères quand on dit ça, qui n'existe pas sur les pères, clairement. Exactement. On en a toute conscience qu'il y a une inégalité là-dessus. Le double standard. Et que les pères sont autorisés à vouloir des enfants, mais ne pas être pères. Nous, on n'a pas cette autorisation de la société, ça c'est sûr. Tout à fait. On ne peut pas s'extraire de la sphère familiale de la même façon que les hommes ont cette capacité ou cette possibilité en tout cas. Mm-hmm. Et est-ce que toi, c'est ça aussi ? Je sais, pour avoir souvent discuté avec des amis qui hésitaient à avoir des enfants ou pour qui c'est un peu plus dur, c'est cette sensation que c'est pour toute la vie et qu'il n'y a pas d'échappatoire. Et que ça, c'est très oppressant comme pensée. À une époque, c'était vraiment ça que je ressentais, surtout justement, comme je te disais au début du confinement, quand j'ai réalisé ça et que ça a été un tsunami dans la figure. Aujourd'hui, moins, parce qu'évidemment, mon fils grandit. Il est beaucoup plus autonome. Par exemple, le matin, il va s'habiller tout seul. Dans sa chambre, on a un système de réveil matin qui sonne pas. C'est juste, je pense que ça existe en France aussi, là, un système de lumière. On programme pour qu'il y ait un soleil qui apparaisse à une heure précise le matin. Et on lui dit, si tu es réveillé avant que le soleil apparaisse, tu peux jouer dans ta chambre, fais ce que tu veux, mais tu viens pas nous voir. On a mis ça en place, il avait 2 ans. Évidemment que ça a été le bazar au début, que ça fonctionnait pas bien, mais on a gardé ce rythme-là. Et aujourd'hui, le réveil en semaine, il est à 7h. Jamais vient nous voir avant 7h. C'est très, très, très rare. S'il vient nous voir, c'est parce qu'il ne trouve pas un caleçon ou je sais pas, là, mais c'est très rare. Et le week-end, on décale cette heure-là à 8h du matin. Et à 8h du matin, parfois, il vient même pas nous voir parce qu'il est tellement pris en train de jouer qu'il voit pas, en fait. Donc moi, je suis ravie que ça se passe comme ça parce que je dors. Mon mari aussi, on est super contents. Et il y a cette autonomie. Je pense aussi qu'il commence à comprendre que c'est cool de jouer. Tu sais, plutôt que de se brosser les dents, se préparer pour aller à la garderie, etc. Parce que, oui, je parle de garderie, il n'est pas encore à l'école, c'est à 5 ans au Québec. Donc voilà, il n'y a pas... Lui, il vit sa petite vie, et puis les week-ends, on fait beaucoup de choses dehors, on essaye tant que possible de sortir au parc, etc. Tant qu'il n'y a pas de neige, mais il va bien falloir aussi sortir quand il y aura de la neige. Et le quotidien est beaucoup moins dur parce qu'il est plus autonome, qu'il fait beaucoup plus de choses par lui-même, que aussi on échange beaucoup plus, on parle beaucoup plus. Encore hier, on avait un rendez-vous avec la directrice de sa garderie qui nous disait qu'il avait un vocabulaire extrêmement développé, qu'on sentait que il était peut-être plus en avance que son âge, et que parfois c'est vrai que c'est dur, j'oublie qu'il a que 4 ans en fait. Parfois je lui parle puis je me dis c'est vrai, attends,
il n'a pas 6-7 ans, là, il est plus petit que ça. Et j'ai tendance un peu, je pense, inconsciemment à le mettre sur un piédestal et à attendre plus que ce qu'il est capable de faire. Mais bon, j'apprends tous les jours. Mais aujourd'hui, oui, je trouve que c'est plus facile. Mais il y a quand même des difficultés. Mais si je devais choisir entre revenir à il y a 2 ans et aujourd'hui, la question ne se pose même pas. En fait, je reste aujourd'hui. De toute façon, je ne voudrais pas revivre tout ça. Mais même dans ma capacité à être mère, mais je pense qu'il y a aussi, c'est parce que en fait c'est un tout. Mon fils grandit, il y a la thérapie que je fais toute seule depuis 3 ans, la thérapie en couple qu'on fait depuis presque 1 an. Toutes ces choses-là font que ça aide aussi moi à mieux vivre avec tout ça. Mon fils à peut-être se sentir plus soutenu, même si depuis toujours en fait on est là pour lui, mais on va dire qu'on le fait de façon plus adéquate parce qu'on est un peu plus outillé, parce que c'est vraiment ça qui nous manquait, des outils, parce que parfois on sait juste pas quoi faire, on est perdu. Et on n'a aucun soutien, pas de famille, personne. Donc on a nos amis, mais nos amis, ils ont leur vie. C'est pas eux qui vont venir s'occuper de notre fils. Donc oui, c'est sûr que le fait qu'ils grandissent aide énormément. Comment est-ce que ça s'est passé avec ton mari quand tu as verbalisé le fait que tu regrettais ton rôle de mère et l'impact que ça a eu, s'il y en a eu un? Alors c'est vrai que quand je lui en ai parlé, c'était pendant le premier confinement, je m'en souviens plus trop, c'est assez flou. Je sais qu'on était sûrement en train de se disputer pour un truc absolument débile. Et pour moi, c'était plus facile en fait d'un peu lui balancer ça dans la figure à un moment où déjà on était en train de se disputer plutôt que de s'asseoir et de dire bon, il faut que je te parle d'un truc. Moi, il fallait que ça sorte comme ça en fait. Puis je pense que c'était un trop plein. J'avais même pas planifié de lui dire quoi que ce soit parce que comme c'est un ressenti, j'étais un peu perdue avec tout ça. Et quand je lui ai dit, on n'en a jamais vraiment reparlé de ça. Donc je sais pas lui dans sa tête comment est-ce que il l'a intégré, comment est-ce qu'il l'a vécu. Mais quand je repense à comment il a réagi, c'est sûr, je pense qu'il est un peu tombé de haut parce que c'est comme non mais tu te dis ça, mais sûrement que après je parle pour lui, mais je me trompe peut-être. Il s'est peut-être dit bon là elle est fatiguée, elle a plus de travail, on est en plein confinement, etc. Donc c'est ça qui fait qu'elle dit ça. Mais avec le temps évidemment. Donc il y a eu la création du compte Instagram, j'en ai pas parlé tout de suite. J'ai attendu peut-être 5 ou 6 mois pour lui en parler. Et quand je lui en ai parlé, je lui ai montré mon téléphone. Puis je lui ai dit, tiens, regarde. Donc là, il voit mon compte, mais il sait pas que c'est moi qui l'ai créé. Il me dit, je sais bien que tu regrettes. Et je dis, non, mais c'est moi qui ai créé ça. Puis à l'époque, le compte avait 6 mois, je pense que j'avais peut-être 2-3 000 abonnés, quelque chose comme ça. Pour moi, c'était énorme à l'époque. Enfin, je revenais pas, je me dis, c'est fou. Et il n'a pas eu de réaction. Je sais plus s'il m'a dit que quelque chose du genre, si ça te fait du bien, tant mieux. Mais c'est le souvenir que j'ai. Après, c'est peut-être moi qui l'ai imaginé, mais il n'y a pas eu de virulence, il n'y a pas eu d'emportement, il n'y a pas eu de mais tu dis n'importe quoi. Non, il n'y a pas eu ça. Après, c'est pas dans sa personnalité de s'emporter comme ça. Mais aujourd'hui, c'est sûr que il le comprend beaucoup mieux parce qu'on en a beaucoup parlé en thérapie à 2. Il m'a énormément soutenue quand on m'a proposé d'écrire ce livre. Moi, je me sentais... pour moi, c'était une expérience inédite, puis jamais j'aurais imaginé écrire un livre de ma vie, même si j'adore écrire. Et le fait qu'ils m'encouragent, qu'ils me disent... Parce que moi, je me dis, mais attends, mais là, ça veut dire qu'il va falloir que je repousse ma recherche de travail. J'ai plus aucune entrée d'argent. Et là, il me dit, mais t'inquiète pas, on va s'arranger. Donc, j'imagine que pour lui, il y a eu tout plein d'émotions qui sont passées, mais son soutien, pour moi, c'est une preuve d'amour incroyable, parce qu'il pourrait très bien m'en vouloir, et ce serait complètement légitime, en fait. Parce que nous, on avait planifié d'avoir des enfants, pas juste un. Et donc, d'une certaine façon, je lui enlève cette possibilité d'en avoir un autre. Et oui, c'est pas facile pour lui, on n'en parle pas beaucoup, mais il est toujours là. Donc pour moi, sa présence, c'est extrêmement précieux parce que c'est sûr que s'il m'avait dit « mais tu vas pas écrire un livre là-dessus » ou s'il m'avait jamais soutenu, j'irais peut-être pas aussi bien aujourd'hui. Je sais pas en fait comment j'irais du tout, mais c'est là où justement je veux en venir, c'est que le soutien des proches, que ce soit conjoint, conjointe ou des amis, n'importe qui, mais d'avoir une oreille attentive et d'avoir quelqu'un qui te prend pas pour une folle, si je peux dire ça comme ça, c'est primordial pour l'acceptation de ce ressenti et pour aller mieux en fait. Enfin, en tout cas, c'est vraiment ce que je pense, puisque c'est comme ça que je l'ai vécu. Et tu expliques bien aussi dans ton livre que c'est pas un choix de regretter d'être mère. Ça n'a rien à voir avec le fait de regretter, de choisir si on veut ou pas ressentir ça. Il faudrait complètement être maso en fait pour se lever un matin et se dire tiens, aujourd'hui j'ai envie de regretter d'être mère, ça a l'air d'être cool. Non, c'est clair, c'est pas un choix. Moi, alors c'est sûr que c'est un peu ambivalent ce que je vais dire, parce que oui, à refaire, j'aurais pas d'enfant. Mais là, aujourd'hui, il est là. Et tu peux pas revenir dans le temps. Mais si j'avais une baguette magique, j'aimerais bien enlever ce regret, en fait.
mieux vivre avec tout ça, mieux me sentir. Mais je pense que ce qui est bien, c'est que, évidemment, moi, je sens la différence. Je pense que je le disais un peu plus tôt, c'est qu'à une époque, je subissais ce regret. Aujourd'hui, j'apprends à vivre avec. Et peut-être que dans 10 ans, si on se reparle, je te dirais, bah, aujourd'hui, en fait, je ressens plus de regret en tant que tel, ou du moins, ouais, je kiffe pas être mère, mais tout coule tellement de sources, tout se fait tellement facilement que j'ai plus l'impression que ce soit quelque chose tu sais, d'avoir un énorme sac à dos sur le dos avec plein de cailloux dedans, puis que ce soit lourd, en fait. Parce que bah, peut-être que justement, tout ce travail que j'ai fait sur moi et que je vais continuer à faire encore pendant longtemps, je pense, aide énormément à, j'allais dire, passer au travers. Je sais pas si je passerai complètement au travers de ça, mais en tout cas, ouais, à accepter que ça fasse partie de ma vie et à ne plus le subir, à ne plus être écrasée par ça. Mais ça prend du temps. C'est sûr que quand il y a des personnes qui me disent j'ai commencé une thérapie, ça fait 3-4 séances, je trouve qu'on n'avance pas, j'ai envie de dire ah oui non mais là t'es en bas de la montagne, hein. Ça va prendre du temps avant d'arriver en haut, puis c'est clair que moi au bout d'un an je voyais bien que j'avais l'impression de ne pas avancer. C'est un travail extrêmement compliqué, extrêmement long et fastidieux, mais tellement nécessaire. Enfin, moi, je me dis, j'aurais pas eu ça. Aujourd'hui, je sais pas où je serais, en fait. Honnêtement, je sais pas où je serais. Je sais même pas si je serais encore en vie. C'est horrible de dire ça, mais c'est vrai, hein. J'aurais pas eu ce soutien thérapeutique, et ni le soutien de mon mari, finalement. Je veux même pas y penser, en fait. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de pas garder ça pour soi, parce que ça peut être terrible, en fait. Il y a toute une partie de ton livre qui est consacrée aussi au fait que tu vas expliquer à ton fils comment tu vas parler, le fait que tu veux pas que ce soit tabou ni Bon, d'ailleurs, on est d'accord qu'en créant un compte Instagram et en écrivant un livre, c'est bien que tu veux sortir de ce tabou. Mais en écrivant ton livre, c'est que tu prends le risque, tu acceptes que ton fils, dans 10 ans, 15 ans, le lise. Comment déjà tu te sens par rapport à ça et comment tu comptes aborder ce sujet-là avec lui ? Alors c'est vrai que c'est dur de se projeter dans le futur, hein, parce qu'il peut se passer plein de choses d'ici à ce qu'ils comprennent mon ressenti. Je sais pas comment il va grandir, je sais pas comment est-ce qu'il va évoluer, je sais pas la personne qu'il va devenir. Je vois comment il est aujourd'hui à 4 ans, un petit bonhomme plein de vie, hyper enthousiaste, qui fait rire tout le monde d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a une part de moi qui a confiance. Après, est-ce que je me plante? Je sais pas. Mais pourquoi est-ce que j'ai confiance? Parce que bon, déjà, mon mari est là. Même si, imaginons, dans 10 ans, on n'est plus ensemble, je pense qu'il sera assez intelligent pour expliquer à mon fils, si mon fils se pose des questions, que c'est pas une question d'amour. Et aussi, je pense que je lui montre mon amour tous les jours, tout le temps, de plein de façons. Et juste ça, je dis bien, ça devrait, mais j'en sais rien, le rassurer. Après, évidemment, peut-être qu'il va mal le prendre. Peut-être que pour lui, ça va être dur suivant l'âge auquel il va lire le livre, s'il le lit, ou en tout cas, quand il va comprendre tout ce que je ressens. Si c'est 15 ans, peut-être que voilà, l'âge en étant ado, ça peut être très mal perçu. Mais pour moi, c'est important de ne pas cacher ces choses-là. Ben, en fait, je veux le considérer. Alors évidemment, par rapport à son âge, il faut que je fasse attention. Mais pour moi, voilà, c'est une personne à part entière. Et dans mon enfance, mon adolescence, on a tellement eu plein de choses dans ma famille que ça m'a vraiment bousillée. Et des choses qui pouvaient être plus ou moins importantes, en fait. Mais pour moi, je trouve que c'est pas normal pour moi. Oui, il y a des choses que tu peux garder pour toi, bien sûr, mais pour moi, une famille, c'est hyper important de se dire les choses. Et après, je fantasme peut-être l'adolescence de mon fils d'une façon qui n'a rien à voir, tu vois, mais je me dis, j'espère qu'on sera suffisamment proche pour être capable de se dire les choses sans qu'il y ait des choses à cacher. Et moi, s'il voit que j'ai assez confiance en moi pour lui parler de ça les yeux dans les yeux, s'il me pose la question, je pense qu'il va bien voir que ça n'a rien à voir avec lui. Enfin, j'espère. Il y a du monde parfois qui me dit « Mais t'as pas peur qu'il le prenne mal, qu'il t'en veuille, que ça brise quelque chose entre vous ?» Non, j'ai pas peur. Peut-être je me trompe complètement. Peut-être que ça va être catastrophique. Mais je pense que j'ai assez confiance en moi, en qui je suis et en comment je verbalise les choses pour que ça se passe globalement bien. Peut-être qu'il y aura un moment où ça va être dur, mais après qu'il y aura une compréhension avec le temps, je sais pas. Mais j'ai confiance. Dans ton livre, et t'en as parlé un peu aussi là, c'est l'éducation que t'as reçue et le fait que voilà, il reste ton papa. Tu as écrit ce livre aussi en espérant qu'il puisse mieux te comprendre et que ça déclenche des conversations.
Est-ce qu'il l'a lu et est-ce que ça a déclenché des conversations? Il l'a lu et ouch. Alors, je suis très reconnaissante qu'il l'ait lu. C'est très bien qu'il l'ait lu en entier, mais voilà, il m'a dit qu'il a été choqué de certaines choses que j'ai pu dire sur mon éducation. Il m'a listé certaines choses, mais j'ai bien compris que ce qu'il listait, c'est absolument pas ce que je disais en fait. Je pense que pour lui, ça a été difficile à encaisser et qu'il y a eu un mécanisme de défense de sa part. Pour lui, voilà, il voulait qu'on en parle de vive voix. Moi, j'avais pas envie parce que j'avais peur de m'énerver. J'ai pas envie de m'énerver avec lui. Je suis un peu mitigée. Il l'a lu il y a peut-être un mois, pas longtemps après sa sortie en fait. Et on n'a pas reparlé de vive voix depuis, alors que d'habitude on s'appelle régulièrement, mais on a juste échangé quelques mails et lui il m'a dit, en gros il m'a dit tout ce qu'il pensait. Alors par contre, concernant le regret, il m'a dit regarde, je suis pas à ta place, je peux pas savoir ce que tu ressens, c'est propre à chacun. Donc déjà c'est une bonne chose, mais voilà, il m'a listé plein de choses, puis il m'a dit donne-moi tes commentaires, après on n'en parle plus. En fait non, j'ai rien à dire de plus que ce que j'écris dans le livre. J'ai choisi en fait de me préserver. J'aurais pu, à une époque, je pense que je serais rentrée dedans en fait. J'aurais été comme mais non, tu peux pas dire ça. Non, là j'ai préféré en fait m'épargner parce que pour moi, ce que j'ai écrit dans le livre c'est suffisamment clair. Si lui il le comprend pas, c'est pas mon problème en fait. C'est mes ressentis. Alors c'est peut-être dur pour lui, hein, j'en doute pas, mais j'y peux rien en fait. C'est comme ça. Et en plus j'ai essayé. Au début, je me souviens, les premières versions de ces passages-là étaient plus virulentes. Puis je me suis dit, non, je peux pas dire ça comme ça. Là, c'est la colère qui parle, mais il faut que j'arrondisse un peu les angles quand même. Je peux pas être aussi... c'est un peu trop rentre-dedans. Mon frère, ma sœur ont relu tous les passages concernant mon éducation. J'avais besoin de leur retour, en fait, voir s'ils pensaient que c'était trop ou correct. Et le fait qu'ils aient globalement validé ce que j'ai écrit, je me suis dit au moins, voilà, c'est... Et mon éditrice aussi m'aidait un peu en disant, mais là, tu vois, tu dis ça, peut-être qu'on pourrait le dire d'une autre façon parce que j'ai peur que... Donc j'avais beaucoup d'aide pour un peu m'apaiser dans la façon que j'ai eu d'écrire. Mais ouais, mon père, pour lui, voilà, peut-être qu'on en reparlera. Maintenant, il l'a lu. Moi, je suis très contente qu'il l'ait lu. C'était important pour moi qu'il le fasse. J'aurais respecté le fait qu'il ne veuille pas, mais je pense que il l'a pas lu comme j'aurais avec les yeux en fait que j'aurais aimé qu'il ait pour le lire en fait. Je pense qu'il l'a lu en ne voyant que ce qu'il voulait voir et en n'appréciant pas pas mal de choses. Et le fait que ce soit écrit avec son nom, parce que c'est ça aussi, c'est Huro de Ligny, c'est le nom de mon père et pas mon nom de femme mariée, parce que je n'utilise pas le nom de mon conjoint au Québec, j'utilise mon nom de jeune fille, c'est comme ça pour tout le monde. Je pense pour lui aussi c'est dur parce que le qu'en dira-t-on? Ah la fille de Monsieur Rodeligny, elle a écrit un livre sur tel sujet, oh là là. Et je pense que ça pour lui c'est dur aussi. Mais bon, encore une fois, c'est pas mon problème. Quand on lit ton livre, moi j'ai la sensation que si on est... je pourrais pas parler évidemment pour la jante masculine, mais pour les femmes, j'ai plus la sensation qu'il y a quasiment obligé un moment dans notre maternité où on se dit mais pourquoi j'ai fait ça? Je pense, ouais. Parce que les conditions sociétales font que on est quasiment obligé de se dire ça. Parce qu'on est plus coincé à la maison, parce qu'il y a plus d'inégalités dans le travail. Et tout ça, c'est dû au rôle de mère. On le sait très bien que toutes les inégalités, elles arrivent dans la carrière au moment où on fait des enfants. Et c'est vrai que c'est marrant parce que je me disais, je pense que c'est quasiment un passage obligé qui dure pas forcément, mais de se dire à un moment, pourquoi je me retrouve dans cette position? Et si je suis comme ça, c'est parce que j'ai des enfants. Et on est toutes d'accord, je pense, pour dire que ça n'a rien à voir avec l'enfant. C'est vraiment cette posture qu'on a dans la société, qu'on essaye de remettre en question. Et la société, elle avance pas vite par rapport à nous, qui remettons ça en question. Et je te dis ça parce que on a l'impression que ce que tu dis, c'est un cas à part, qu'il faut vraiment être différente pour ressentir ça. Mais quand on lit ton livre, on se dit, mais pas du tout, en fait. Le regret maternel, n'importe qui... Parce que tout à l'heure, je te demandais s'il y avait une prédisposition, si la dépression du postpartum, l'éducation qu'on a reçue. Effectivement, on vient chacune avec nos bagages. Mais on a un socle commun, c'est que la société nous pousse quasiment parfois à regretter d'être mère. Ouais, mais après, il y a regret, tu vois, je pense qu'il y aurait le regret temporaire, éphémère, de se dire mais pourquoi on a fait ça. Mais je pense que, il y a beaucoup plus de femmes
qu'on le pense, qui regrettent et qui se disent à refaire, je n'aurai pas d'enfant. Après, en effet, des gens qui vont lire mon livre, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit en me disant mais moi je regrette pas du tout mon rôle, mais en lisant ton livre, je me suis retrouvée dans plein de passages. Et c'est vrai que, c'est exactement ce que tu dis finalement, c'est le côté, il y a une espèce de sphère dans laquelle on rentre, et je le disais un jour dans une publication, ça m'était venu comme ça, en fait, pour moi je suis rentrée par une porte, mais cette porte-là, elle s'est refermée derrière moi, puis je peux plus l'ouvrir, c'est fini. Et je pense que ça, de toute façon, c'est propre à chaque femme qui devient mère, hein, et chaque homme qui devient père. Je veux dire, on peut plus, même si encore une fois, comme on disait tout à l'heure, avec le double standard, le père va pouvoir plus facilement passer de l'autre côté de la porte qu'une mère. Mais il y a plusieurs de mes amis qui me disaient, moi aussi, il y a des moments où je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça? Mais je pense que oui, ça passe dans la tête de beaucoup de mères, mais de façon éphémère, une fois de temps en temps, suivant une situation. Par exemple, je sais pas moi, tu pars en vacances, tu t'imagines, on va être au bord de mer, c'est génial, finalement, t'es tout le temps en train de batailler parce que ton enfant veut pas mettre ses brassards, il veut pas mettre la crème solaire, enfin bref, et tu te dis, mais c'est pas reposant, franchement, j'aurais été mieux sans enfant. Ça, je pense qu'on peut tous le dire, que c'est pas reposant, les vacances. Voilà, tu te dis, voilà, ça te vient forcément à un moment donné, même si c'est juste, et il n'y a pas de honte en fait. Il n'y a aucune honte à se dire par moment, ah là là, mais mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'on pense à soi aussi, c'est pas de l'égoïsme, c'est juste une réalité. On est une personne avant d'être une mère, donc c'est normal qu'on puisse par moment se dire, mais je serais tellement mieux toute seule. Et il y en a qui arrivent à prendre ce temps-là pour elles, de partir 1, 2, 3 journées de temps en temps, parce que elles ont un conjoint qui va comprendre et ce besoin-là de faire ce break. Et je pense qu'en fait, toute mère devrait avoir cette possibilité, si on oublie l'aspect financier, parce qu'il y a évidemment ça aussi qui vient encore une fois entrer en ligne de compte, mais de se dire, on a besoin de faire cette pause-là pour revenir de façon plus apaisée, même si cet apaisement parfois va durer que 3 minutes et demie, mais au moins de faire cette coupure et de se retrouver en tant que personne, parce que je pense que toute mère veut le meilleur pour son enfant, qu'on regrette ou qu'on regrette pas, et pour être une bonne mère pour son enfant, une mère suffisamment bonne, comme disait Monsieur Winnicott, on a besoin d'être bien soi-même. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de le comprendre. Puis il y a eu ce burn-out maternel aussi par lequel je suis passée. Enfin, finalement, je suis passée par toutes les cases à cocher de la partie pourrie de la maternité, si on peut dire ça comme ça. Et ce temps pour soi, je pense à ça, en mars l'année dernière, mon mari, pour mon anniversaire, m'a offert 2 nuits à l'hôtel dans le vieux Montréal. Il m'a dit, choisis l'hôtel que tu veux, voilà le budget. Mais c'était merveilleux. Et bon, j'ai continué à écrire mon livre à ce moment-là, mais je n'ai rien fait d'autre. Et je lui ai dit, en fait, maintenant, pour mon anniversaire, je ne veux que ça. 2 jours, toute seule à l'hôtel, peu importe le budget, même si c'est une auberge, m'en fiche en fait, juste d'avoir ça et de pouvoir être seule avec moi-même, parce que je ne suis jamais seule avec moi-même, je suis toujours avec mes pensées, etc. Et là, j'ai vraiment pris ce temps de juste savourer ce moment-là, dormir, me coucher pas très tard, me lever quand je me lève, en fait, je regardais pas le réveil. Si c'était 7h, c'était 7h, et si c'était 10h, c'était 10h. Et je sais pas pourquoi j'ai autant dévié là-dessus, mais c'est ça, c'est que je me dis oui, parce que tu me demandais, en fait tu me disais voilà, que les mères ressentent ça à un moment ou à un autre, pas au point de se dire à refaire je le referai pas, mais de se dire pourquoi j'ai fait ça. Et c'est ça en fait, je pense pas qu'on doive avoir honte de ressentir en fait ça, même si c'est temporaire, parce que pour moi c'est humain. On passe quand même d'un statut de personne indépendante à un statut de personne qui a la responsabilité d'un petit être qu'on doit aider à faire grandir, qu'on doit accompagner dans la vie. Enfin, c'est quand même un job incroyable quand on y pense. Et moi, ouais, c'est ça. Je voulais avoir un enfant, mais je comprenais pas. J'avais aucune idée de ce que ça impliquait de devenir mère. Et je pense que là encore, on est nombreuses à ne pas savoir, à ne pas se rendre compte de ça. Une dernière question. Avec du recul maintenant, ça fait un peu plus de 3 ans que tu ressens ça. Quelles sont les choses qui t'ont aidé à aller mieux? Alors, ce qui m'a aidé à aller mieux, évidemment, c'est d'en parler. Après, moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup dans la vie, et justement parce que on ne me parlait pas quand j'étais plus jeune. Enfin, quand on me parlait pas, c'est-à-dire on me disait pas des choses. Comme je disais plus tôt, tout était tabou. Enfin, c'est assieds-toi et tais-toi. Enfin, fais ce qu'on te dit de faire et c'est tout. Donc aujourd'hui, pour moi, je pense que c'est inconsciemment, c'est ça qui ressort, c'est que j'ai besoin d'échanger avec les autres et donc de parler de ce ressenti. Évidemment, ça n'a pas été une chose facile. Maintenant, même si j'aime pas dire ça, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est très présent aujourd'hui, comprend peut-être difficilement, mais me soutient dans tout ça. Et juste ça déjà. Juste avoir
son partenaire de vie qui est là pour soutenir d'une façon ou d'une autre, de pas juger, c'est déjà énorme. Juste d'être une oreille attentive, même pas forcément... Enfin, moi, je me vois pas commencer à m'asseoir et dire à mon mari, il faut vraiment que là, j'échange avec toi sur le sujet. Non. Mais que quand il y a des moments où j'en ai marre, qu'il l'entende. Après, comment lui va l'intégrer, c'est autre chose, mais qu'il respecte ça, c'est extrêmement important. La thérapie m'a sauvée, ça c'est clair et net. Mais là encore, c'est frustrant de se dire que y en a beaucoup qui m'écrivent en me disant je ne peux pas me permettre financièrement de voir un ou une psy, et ça me fend le cœur parce que ça devrait être accessible d'une façon ou d'une autre, que le gouvernement injecte de l'argent là-dedans, j'en sais rien, mais la santé mentale des mères, là, c'est tellement crucial. Enfin, on peut pas nous laisser comme ça, nous débrouiller, c'est pas possible et c'est injuste en fait. Donc, la thérapie, ça c'est clair, ça m'a aidée. Créer le compte, ça a été très thérapeutique et d'ailleurs, je remercie du fond du cœur, il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidée, mais la toute première qui m'a encouragée à faire ça, c'est Madeleine, du compte Postpartum Ta Mère. Parce que justement j'ai échangé avec elle et elle m'a dit que elle, ça avait été très thérapeutique, donc je me suis dit ok go, je me lance et je regrette pas du tout. Oui, bien sûr, il y a des commentaires, alors pas directement sur Instagram, mais les articles qui sortent à mon sujet, il y a eu beaucoup de commentaires pourris, mais que je ne lis pas. J'ai décidé de ne rien lire sous les vidéos, les articles. Je me préserve et je reçois pas très peu de commentaires sur Instagram. Donc pour moi, ça m'aide beaucoup parce que c'est vrai que si je devais tout le temps me prendre des commentaires pas cool dans la figure, ça pourrait me faire mal au bout d'un moment. Donc l'écriture du livre aussi m'a énormément aidée. Tu m'aurais dit il y a 2 ans, Astrid, tu vas écrire un livre sur le regret maternel. Déjà, je t'aurais dit, alors sur ce sujet, non. Et écrire un livre, moi, pourquoi ? Enfin, je ne suis pas autrice. Oui, j'aime écrire, oui, j'ai un passé littéraire, mais je suis qui ? Je suis juste Astrid. Pourquoi j'irais écrire un livre ? J'ai pas le mérite, j'ai pas le fameux syndrome de l'imposteur, de toute façon. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai que d'en parler, pour moi, ça coule de source. C'est quelque chose c'est fluide. Je pourrais parler des heures sur le sujet parce que j'ai ces 2 années-là de thérapie, écriture, compte Instagram, échange avec d'autres mères qui font que j'ai cette force-là, cette confiance en moi qui revient, cette estime de moi qui prend un peu plus d'ampleur. Et donc tout ça combiné, évidemment, fait que ça aide énormément. Et tu vois, comme je le dis dans le livre, à un moment donné, est-ce que je l'écris, ce livre, sous un pseudo ou je l'écris avec mon vrai nom ? Mais si j'avais pas cette confiance-là, si j'avais pas ce soutien-là de mes proches, mes amis, mon mari, j'aurais peut-être écrit avec un pseudo parce que j'aurais eu peur des répercussions. Mais aujourd'hui, en fait, je veux aussi montrer que ce n'est pas honteux de ressentir ça. Nous ne l'avons pas choisi. Donc, bien sûr qu'en parler, il y en a qui vont peut-être très mal le comprendre et que ça peut être encore plus violent pour la personne qui le vit parce qu'elle se sent jugée. Et c'est pour ça qu'il faut trouver quelqu'un de confiance et c'est pas forcément facile, mais le garder pour soi est beaucoup plus difficile en fait que d'oser en parler. Parce que même si la personne en face de soi va peut-être pas bien réagir, le fait que ça sorte de notre bouche, juste ça déjà, on se déleste un peu d'un poids. Donc je pense que c'est très important d'en parler. Merci beaucoup Astrid d'en avoir parlé. Merci à toi Clémentine, beaucoup. De l'avoir verbalisé et d'avoir écrit ce livre. J'espère que ça aidera beaucoup de mères ou comme tu dis, des futures personnes qui y pensent, de faire un choix encore une fois éclairé et de réaliser ce que ça veut dire, même si c'est complexe, on le sait. Merci Astrid. Merci beaucoup Clémentine, à bientôt. C'était Astrid Hurault-Deligny, autrice. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles ou le partager sur les réseaux sociaux @lamatrescence. Le podcast vient de reprendre après une très longue pause bébé. Si vous cherchez un thème particulier, allez sur le site www.lamatrescence.fr pour trouver votre bonheur et le mettre dans vos oreilles. Il y a déjà plus de 110 épisodes, n'hésitez pas. Cet épisode a été produit par Mini Minois. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.